Je peux avoir une confirmation? Ok, c'est parfait. Donc voilà, comme le disait le professeur Blaise, je m'excuse, mais pour des raisons logistiques, j'ai pas pu me déplacer aujourd'hui. On va être ensemble pour une petite demi-heure de présentation autour des traitements post-allogreffe, donc qui représentent aujourd'hui un enjeu majeur dans la prise en charge des patients et une rupture un petit peu avec les pratiques d'il y a une vingtaine d'années, une dizaine d'années, où finalement la greffe correspondait à la fin de traitement. Alors qu'aujourd'hui, vous allez voir que finalement, on entre dans une période où les traitements post-greffe prennent de plus en plus de place, notamment avec l'arrivée des nouveaux médicaments. Et donc, on va détailler un petit peu ces différents aspects. Donc, en fait, voilà, le rationnel, il est ici aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on parle des traitements prophylactiques de la rechute? Alors, en particulier dans les leucémies aiguës myéloïdes, hein, je vais prendre souvent cet exemple-là, puisque c'est là où on a le plus de données dans la littérature, et ça correspond quand même à notre indication principale de transplantation. De manière assez générale, et je pense que vous l'avez vu sur les cours que vous avez pu avoir ce matin, il y a beaucoup de progrès qui ont été faits pour améliorer la faisabilité des greffes, à la fois sur les progrès en termes de recherche de donneurs, mais également en termes d'amélioration de la tolérance et de la faisabilité de la greffe, qui nous permet aujourd'hui de traiter des patients de plus en plus âgés, de plus en plus fragiles, avec des maladies de plus en plus graves. Et donc, on s'est vraiment éloigné du contexte initial des greffes des années 80, où en gros, on s'attaquait aux maladies des patients de moins de 45 ans qui recevaient un conditionnement myéloablatif pour une LAM en première rémission complète, ou une LAL. Là, aujourd'hui, on a quand même beaucoup fait évoluer ces modalités de greffe et on a été obligé de s'adapter à cette population qui, de facto, ne peuvent pas recevoir autant de traitements intensifs que les plus jeunes et avec toujours derrière l'idée de se dire que s'ils n'ont pas les traitements optimaux en termes d'intensité antitumorale, ils sont à risque accru de rechute et donc ça justifie l'utilisation de traitement post-greffe. Il faut avoir bien les idées claires là-dessus. La rechute aujourd'hui, c'est le problème numéro un post-greffe. Donc, quand on regarde les causes de décès après une greffe allogénique, en top 1, à chaque fois, c'est la rechute. Donc aujourd'hui, c'est l'enjeu majeur. Et puis finalement, de manière très pragmatique, aujourd'hui, on peut parler de traitement post-greffe parce qu'il y a des traitements avant, effectivement, à part éventuellement des DLI qui ont été utilisés à partir de la fin des années 90. On n'avait pas de thérapie ciblée ou en tout cas assez peu de traitements qui pouvaient être peu toxiques, utilisables en post-greffe. Voilà, ça c'est pour le contexte général. Ce qu'on va discuter aujourd'hui, c'est trois points clés qui sont les outils habituellement utilisés dans le post-greffe des patients atteints d'hémopathie myéloïde, essentiellement LAM, syndrome myélodysplasique, avec des résultats qui peuvent être, qui sont intéressants et qui font qu'aujourd'hui on utilise ces traitements-là en routine. Et donc, je voudrais vous présenter les différentes études qui ont permis en fait de montrer à la fois la faisabilité et l'efficacité de ces différentes modalités, à la fois pharmacologiques et à la fois cellulaires. Donc, on va commencer avec les anti-FLT3 qui ont vraiment changé la donne aujourd'hui dans le contexte du traitement de la leucémie aiguë myéloïde. Donc ça, vous connaissez à partir des études d'enregistrement des médicaments. Mais c'est aussi un médicament qui a changé la donne dans le cadre de la greffe. Alors, le rationnel, il est très simple. Dans les LAM, FLT3, c'est le gène le plus souvent muté. Ça enrichit les populations en maladies à plus haut risque de rechute. Et donc, forcément, c'est une population qui est plus fréquemment retrouvée chez nos patients greffés. Une fois greffés, les patients continuent d'avoir un surrisque de rechute. Donc, la greffe ne gomme pas entièrement le mauvais pronostic de cette mutation, en particulier les hauts ratios FLT3. Donc là, c'est une étude de l'EBMT qui date un petit peu, mais clairement, vous avez du simple au double du taux de rechute quand vous avez des patients mutés FLT3. Alors, c'est peut-être plus le cas exactement aujourd'hui, puisque les populations, les conditionnements sont vraiment différents maintenant, mais il y a quand même un risque important et donc un vrai besoin clinique à ce niveau-là. Et puis, il y a un rationnel biologique aussi, qui vient du fait que les anti-FLT3 peuvent être vus
certes comme une thérapie ciblée, mais aussi comme une immunothérapie qui est synergique avec l'effet allogénique. Et ça, c'est un très beau papier que je vous encourage à regarder, paru dans Nature Médecine il y a quelques années maintenant, qui montre ici dans un modèle murin que finalement les souris qui arrivent à guérir de la leucémie sont celles qui ont cette synergie entre une greffe allogénique, des lymphocytes T alloréactifs et l'utilisation de sorafénib. Donc, il y a un vrai rationnel biologique pour ça, avec toute la démonstration en fait du mécanisme qui passe par l'inhibition de certaines voies de signalisation qu'on ne va pas détailler ici, mais qui va aboutir à une sécrétion accrue d'IL-15 qui va entraîner une réponse immunitaire T antitumorale. Et c'est quelque chose qui a été observé chez les patients, puisqu'en fait, les patients qui sont traités pour des rechutes post-allogreffe de LAM, FLT3, ITD, traités par sorafénib au moment de la rechute, eh ben, on voit que les patients qui répondent sont des patients qui augmentent leur taux d'IL-15 au niveau circulant au moment du traitement. Donc voilà, c'est pas mal d'évidence à la fois biologique et à la fois clinique, tout ça dans un contexte où on a un vrai besoin, qui fait que les anti-FLT3 sont aujourd'hui considérés comme les meilleurs traitements de maintenance en post-greffe. En tout cas, c'est là où on a les meilleurs résultats sur le plan clinique. Le développement, il a commencé avec le sorafénib, qui a été d'abord évalué dans une phase 1, vous voyez, c'était il y a presque 10 ans maintenant, avec 1 an de traitement, des cycles, en fait, une prise en continu de sorafénib avec une escalade de dose initialement, qui a permis de montrer que la dose, la MTD était de 400 mg 2 fois par jour. C'est quand même assez difficile de faire passer ces doses à tous les patients, mais globalement, les toxicités sont réversibles. Ces toxicités, elles sont essentiellement cutanées ou digestives. Donc, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Alors, la problématique, clairement, c'est que quand on met ces traitements-là dans les 2 premiers mois post-greffe, enfin 2-3 premiers mois post-greffe, et qu'on a des problèmes d'érythème ou de troubles digestifs, eh ben, on a toujours les problématiques de diagnostic différentiel avec la GVH. Et donc, ça, c'est un petit peu avec l'expérience de la gestion de ces médicaments qu'on arrive à faire un peu la différence. Mais parfois, on se trompe quand même. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile de manipuler ces traitements quand il y a des problématiques de GVH sous-jacentes. Donc, avec d'autres anti-FLT3, ça se passe un peu mieux. Mais c'est vrai que ça a été une des limites à l'utilisation de ce médicament. Ce qui fait que quand on regarde finalement à la MTD, même si les patients n'avaient pas fait de DLT, il y a un moment quand même où on baissait les doses. Et dans cette étude-là, la majorité des patients ne peuvent pas tenir 400 mg 2 fois par jour. Ça fait quand même beaucoup et c'est ce qu'on voit dans la réalité. La suite du développement, il a été fait sous forme d'une phase 2 randomisée. Donc ça, c'est vraiment l'étude qui, parue en 2020, a bouleversé en fait la prise en charge de ces patients, puisque ça a instauré le traitement de maintenance par sorafénib quasiment comme un standard de la maintenance des patients allogreffés pour des LAM, FLT3, ITD, avec une différence ici en survie sans leucémie qui est très nette, très significative. Et donc, clairement, ce genre de courbe-là, on l'a très rarement en traitement de maintenance. C'est vraiment une augmentation qui est très significative dans une maladie à très haut risque. Et donc, cliniquement, c'est très pertinent. Si vous voulez comparer en termes d'ordre de grandeur, prenez le New England de l'ONUREG en maintenance post-traitement par chimiothérapie dans la LAM. C'est simplement décalé de quelques mois la médiane de survie. C'est déjà significatif et ça permet d'apporter quelque chose aux patients, mais on est très loin de ce genre d'amélioration. La phase 3 va dans le même sens avec des taux de rechute qui sont divisés par 4 dans cette étude chinoise de phase 3, donc plus de 200 malades, 6 mois de traitement. Et un bénéfice vraiment net chez ces patients. Alors attention, ici, c'est des patients qui sont jeunes, qui sont MRD négatives au moment de l'instauration du traitement. Donc, on ne peut pas comparer d'une étude à l'autre. Dans cette étude-là chinoise, les taux de survie sont vraiment excellents. On est à presque 80% de survie pour des patients allogreffés pour les LAM avec FLT3 ITD, ce qui est très bon. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans les mains comme anti-FLT3? Il y a l'amidostorine avec l'étude Radius qui a été publiée. C'était une étude de phase 2 randomisée versus placebo qui malheureusement n'a pas montré
de bénéfices en termes de survie sans progression, qui était l'endpoint primaire, ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas retenu la midostaurin en première intention dans cette situation-là. L'autre étude qui est en cours, et c'est celle qu'on attend beaucoup pour l'instant, il n'y a pas encore de résultats, ça devrait être pour cette année, c'est l'étude Morpho, l'étude randomisant le gilteritinib dans une grande phase 3 avec plus de 300 malades. Donc là, on est vraiment sur une grosse étude. On espère qu'elle sera positive. Le design est vraiment très simple, hein, c'est de la randomisation 1 pour 1, placebo versus gilté. On espère que ça sera positif en intention de traitement. Mais finalement, les informations capitales dans ce contexte-là, elles vont venir des sous-analyses, puisque ça va nous permettre peut-être d'avoir plus d'indices sur comment est-ce qu'on va gérer ces traitements par rapport aux données des patients qui évoluent au cours du temps, c'est-à-dire comment évolue la MRD, est-ce que est-ce que le ratio FLT3 a une importance, etc. Donc d'affiner peut-être les critères et les indications pour mettre en place ce genre de traitement. Et donc ça va être quelque chose d'assez attendu dans le domaine. Aujourd'hui, on n'a pas encore ces réponses-là et donc on les traite tous. Si vous voulez en savoir un peu plus sur les recommandations, enfin sur la gestion des anti-FLT3 en post-greffe, je vous conseille ce papier là, qui a été publié en 2020 dans Hematologica à la suite de la publication de l'étude allemande randomisée du sorafenib, avec des recommandations qui ont été éditées par l'EBMT. Et donc, vous avez dedans ce qu'il faut faire pour ces patients-là. Je vous en ai fait une petite synthèse rapide. En gros, le traitement est recommandé chez tous les patients qui ont une LAM-FLT3-ITD, dès que possible après la récupération hématologique. Et l'idée, c'est d'utiliser a priori, pour l'instant, le sorafenib en première intention, puisque c'est celui avec lequel on a le plus de données positives. Les doses, on fait ce qu'on peut pour essayer d'en passer au maximum. En général, on arrive rarement à passer plus de 200 mg 2 fois par jour, mais il y a quelques patients chez qui on peut faire plus. La durée, c'est une très bonne question. Il y a pas de, ça repose pas sur des arguments scientifiques forts, mais on est sur plutôt 2 ans de traitement de maintenance. On a vu dans l'étude du ICO là, de 2020 des rechutes après l'arrêt du traitement, notamment chez des patients qui étaient allogreffés pour des maladies réfractaires. Donc, est-ce qu'il faut faire plus dans certaines situations? Ça, aujourd'hui, on ne le sait pas encore, mais la question est clairement ouverte. Je vais passer maintenant à un deuxième type de traitement, que sont les hypométhylants. Puisque là aussi, ce sont des traitements qui viennent pas du monde de la transplantation, mais du monde des traitements médicamenteux des syndromes myélodysplasiques et de la leucémie aiguë, utilisés chez les patients unfit initialement, et qui a été finalement transformé en traitement de maintenance pour la transplantation du fait de ses faibles toxicités. Donc, on peut les donner à des patients âgés, c'est ce qui est fait dans l'utilisation standard du médicament, et ça permet comme ça de pouvoir apporter un nouvel outil thérapeutique sans être trop toxique. Vous allez voir que c'est finalement pas si simple que ça, mais l'idée est assez intéressante, notamment sur le plan du rationnel biologique, puisqu'il y a des études qui montrent que les agents hypométhylants agissent aussi quelque part comme une immunothérapie avec l'induction de TCD8 antitumoraux, donc associés à des antigènes tumoraux. Donc, ça booste l'efficacité antitumorale T. Et ça a aussi la capacité d'expandre les T régulateurs. Et donc ça, c'est important parce que finalement, on a cette impression d'une drogue qui pourrait induire un effet GVL sans effet GVH, et donc potentiellement une drogue tout à fait pertinente dans le contexte de la prévention, où ce qu'on veut faire, c'est effectivement essayer de diminuer le taux de rechute sans pourrir la vie des patients. Alors en fait, les choses sont pas si simples que ça parce que on sait aussi que finalement ces agents hypométhylants ont aussi un impact sur les cibles leucémiques avec des modifications en fait d'expression de ligands de checkpoint inhibiteurs, et donc les choses sont finalement assez complexes et mal connues. Donc aujourd'hui finalement on ne sait pas vraiment on ne connaît pas exactement les mécanismes qui permettent d'expliquer les conditions de succès ou d'échec de ce médicament. Mais bon, on l'essaye et on design ça sous plusieurs formes d'études que je vais vous passer en revue.
Les évidences cliniques, parce que là, c'est du rationnel théorique, mais sur les évidences cliniques, qu'est-ce qu'on a? On a quelques études qui nous viennent de Grande-Bretagne, avec les publications du groupe de Cradock, qui a beaucoup travaillé sur le Vidaza en post-greffe et qui a montré en fait que les patients qui avaient de la réponse TCD8 en post-greffe au niveau biologique, en fait, avaient des meilleures survies que ceux qui n'en avaient pas dans le cadre des maintenances avec les agents hypométhylants. Et puis, cette belle publication qui date d'il y a un peu plus de 10 ans maintenant, qui était vraiment une preuve de concept hein, là, de l'utilisation de ce médicament-là dans le cadre de traitements préemptifs, où vous voyez en fait ici en noir, là, c'est le chimérisme, donc qui est 100% donneur là, sur le sang total. Et puis, ici, là, en rouge, c'est le chimérisme sur la fraction CD34. Et donc, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une vraie dissociation hein, entre le sang total et la fraction CD34 médulaire, et que clairement, on peut, en monitorant ce chimérisme-là, démarrer un traitement préemptif et permettre de récupérer, en fait, en utilisant le Vidaza, un chimérisme 100% donneur sur les CD34. Et donc, ça, c'est quelque chose d'assez intéressant en termes de preuve de concept des agents hypométhylants comme ayant une action qui permet de renforcer l'effet GVL. Malheureusement, ce patient-là a fini par rechuter, mais ça vous montre vraiment l'effet direct hein, du médicament dans cette situation. Donc, je trouve que c'est une très belle illustration. Du coup, eh bien, le médicament s'est développé initialement avec une phase 1 qui est très classique avec un modèle bayésien d'escalade de dose. Et vous voyez que on peut augmenter assez facilement les doses. Hein. Je vous rappelle la dose standard dans le cadre des traitements LAM myélodysplasie qui est de 75 mg mètre carré pendant 7 jours. Là, ici, on était sur un schéma de 5 jours avec des doses qui étaient beaucoup plus faibles et finalement, le modèle statistique retrouvait la dose de 32 mg comme étant celle qui doit être retenue. Donc, dans cette étude-là, c'était 4 cycles, donc un cycle tous les mois. Le cycle est 5 jours à 32 mg mètre carré. Donc, ça, c'est assez standard. Finalement, dans les études qui ont suivi, on est allé plus loin en nombre de cycles, hein, jusqu'à 10 cycles. Et quand on fait ça, on se rend compte que bah, finalement, il y a bien la moitié des patients qui doivent arrêter le traitement au bout d'un moment, essentiellement pour des causes hématologiques ou bien de la rechute. Donc ça, c'est ce qu'il faut avoir en tête. Hein. Les toxicités, ce sont des toxicités hématologiques essentiellement. Au niveau des développements sous forme d'études comparatives, on a une étude de phase 3 randomisant le Vidaza à standard of care en post-greffe pour des LAM ou des SMD. C'est une étude nord-américaine avec ce schéma donc, qui a été défini par la phase 1, 12 cycles, 32 mg mètre carré, J1, J5, un cycle par mois. Et les résultats sont malheureusement pas à la hauteur des attentes, puisqu'il n'y avait pas de différence en intention de traitement sur l'incidence de rechute, vous voyez, qui reste importante dans cette situation-là. Ce sont essentiellement des LAM et des SMD de haut risque ici, avec un constat qui est quand même assez dur, qui est que 72% des patients ont dû arrêter le traitement. Donc, c'est sûr que quand on ne reçoit pas le traitement, la différence escomptée est quand même difficile à voir. Les causes d'arrêt de traitement, c'est de la toxicité, mais pas que. Il y a aussi bon, des événements de rechute, évidemment, et des problèmes logistiques hein, qui sont apparus dans cette étude, parce qu'effectivement, faire venir des patients dans le cadre de la maintenance pour faire ces injections à l'hôpital, c'est compliqué, notamment dans le contexte des centres nord-américains où les patients habitent parfois très loin de leur centre greffeur. Et en fait, après le troisième, quatrième mois, ils peuvent redéménager vers leur centre de routine, en fait. Ils sont très loin de leur centre de greffe et finalement, c'est assez complexe de mettre ces traitements en place. Enfin, ça faisait partie des limites qui étaient mentionnées. Étude chinoise, contexte un peu différent, LAM de haut risque, mais bien en rémission avec MRD négative en post-greffe, cette fois avec de la décitabine. Dans ce contexte-là, beaucoup mieux toléré. Alors attention, ce sont des patients jeunes, hein, c'est pas pas du tout la même population. Là, on n'a que 5% d'arrêt de traitement et une différence significative sur la rechute qui est nette. Donc clairement, il y a un effet probable de ces hypométhylants. Simplement, la façon de le donner et la façon dont on l'utilise est peut-être pas optimale encore. Et aujourd'hui, c'est pas considéré comme un standard of care, mais il y a probablement quelque chose à creuser dans cette situation.
Alors, est-ce qu'on peut faire mieux avec ces agents hypométhylants? Probablement que la forme orale pourra être intéressante. Alors, on sait qu'elle est maintenant utilisable dans la maintenance post-chimiothérapie, dans la LAM. Aujourd'hui, la question est ouverte en post-greffe. Il y a une étude qui investigue cela actuellement dans une phase 3 comparative. Donc, pour l'instant, aujourd'hui, on n'a que les données de la phase 1, toujours nord-américaine, 12 cycles avec une escalade de doses. Donc voilà, je ne veux pas rentrer dans tous les détails, mais globalement, les toxicités sont essentiellement hématologiques. Et quand on regarde ce qu'ont reçu les patients, donc avec les différents paliers de dose, ici c'est la dose la plus importante, la 200 mg 14 jours sur 28, on se rend compte que quand même le nombre de patients qui arrivent à faire l'ensemble du traitement, il y en a plus que 72%. Donc évidemment, ça ne veut rien dire sur ces petits effectifs, mais par rapport à ce qu'on voyait dans la phase 1 ou 2 du Vidaza, ça peut être intéressant. Voilà. Donc aujourd'hui, on attend les résultats de l'étude comparative, mais il y a peut-être un petit signal de ce côté-là. Les associations, parce que finalement, aujourd'hui, on a d'autres molécules qui arrivent, et en particulier, vous avez tous entendu parler du Venetoclax, qui a complètement transformé notre prise en charge initiale des patients atteints d'hémopathie myéloïde, et en particulier ceux qui sont chez les patients unfit à la chimiothérapie intensive. Finalement, on peut, de la même façon que ce qu'on a fait avec le Vidaza, se servir de cette drogue-là et la transformer en traitement de maintenance chez les patients allogreffés, chez qui on veut justement pas de toxicité. Et donc, cette étude-là, finalement, elle porte sur très peu de malades, mais c'est la seule pour l'instant qui est rapportée avec des données d'hypométhylant, donc la décitabine associée au Venetoclax, en maintenance post-greffe à partir de 100 jours post-greffe, avec des cycles de décitabine tous les 2 mois, associés à 3 semaines de Venetoclax à la dose de 200 mg. On fait ça pendant un total de 10 cycles. Donc, vous voyez que ça fait quand même des traitements de maintenance qui sont quand même très longs, avec des données qui sont intéressantes dans cette étude, notamment aucune toxicité de grade 4, des toxicités hématologiques de grade 3 attendues, et finalement une survie pour des LAM de haut risque qui est relativement intéressante, une survie sans événement à 85% à 2 ans, en sachant que la grande majorité des événements post-greffe arrivent dans les 2 ans. On peut considérer que ce sont des bons résultats, et c'est ce que vous voyez ici avec les flèches vertes qui correspondent à ces patients event-free aux dernières nouvelles. Donc, des combinaisons qui peuvent être relativement intéressantes. Attention, encore une fois, ici, des patients jeunes. Est-ce que ça, on peut le transposer à des patients âgés? C'est quand même loin d'être sûr. Donc, aujourd'hui, il y a une phase 3 randomisée avec le Venetoclax en maintenance, et on attend les résultats. Les mutants TP53, ça reste la grande problématique à la fois dans le traitement par chimiothérapie ou autres médicaments, mais aussi dans le cadre de la greffe, parce que les résultats de la greffe sont aussi mauvais dans ce genre de pathologie. Et donc, l'intérêt ici, c'est vraiment de développer des traitements de maintenance à débuter au plus vite, puisqu'on sait que quelles que soient les intensités de conditionnement, les traitements pré-greffe, ces malades-là, de toute façon, ont des taux de rechute relativement élevés, autour de 40 à 60% selon les séries. Donc, un vrai enjeu et un vrai besoin médical ici. En pratique, dans cette étude-là de l'éprénétapopt, associé à l'azacitidine, on a un schéma qui est assez simple de maintenance avec les doses habituelles de Vidaza associées donc à ce traitement par voie orale, qui est donc un reconformateur de TP53. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que les toxicités de la combinaison sont essentiellement hématologiques, avec des fréquences d'adverse event de grade 3 ou plus, qui sont assez semblables à ce qu'on obtient avec le Vidaza. Et des résultats qui sont finalement assez difficiles à interpréter puisqu'il n'y a pas de bras contrôle, mais globalement, c'est faisable. Il y a 2 patients sur la cohorte de 33 qui sont décédés de causes non liées à la rechute, mais je n'avais pas le détail de ces décès. Mais globalement, comme vous le voyez là, de manière très claire, la problématique de ces patients,
c'est la rechute, c'est pas la mortalité liée à la transplantation. Et donc, clairement, il faut être très agressif sur le traitement de maintenance si on peut. Voilà, des taux de rechute d'environ 50%, ce qui reste encore trop élevé, mais on n'a pas de bras contrôle ici pour savoir si le médicament est vraiment efficace dans cette situation-là. Je vais terminer mon topo avec les injections de lymphocytes du donneur. Là, on change un peu de registre puisqu'on est sur du traitement de maintenance de type cellulaire qui va avoir l'avantage par rapport aux anti-FLT3 de pouvoir être utilisé dans tout type de pathologie. Donc, c'est le point positif. Le point négatif, c'est qu'on on va avoir besoin du donneur. Et donc, ça implique parfois certaines problématiques logistiques. Et donc, c'est quelque chose quand même qu'il faut avoir en tête. Alors, je ne reprends pas l'histoire de toutes les publications sur la DLI, parce qu'on ne va pas avoir le temps. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces injections de lymphocytes du donneur, elles sont arrivées dans le paysage de la greffe à partir des années 95-2000. Dans le traitement des rechutes post-greffe, avec des résultats qui étaient quand même assez mitigés. Et petit à petit, on s'est rendu compte que plus on donnait tôt ces traitements à base de DLI, et plus les survies étaient bonnes. Donc, en gros, moins il y a de masse tumorale, mieux ça marche, enfin, ce dogme de l'hématologie. Et du coup, petit à petit, on est passé des DLI curatives aux DLI préemptives, aux DLI prophylactiques. Et moi, c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui, parce que je vous parle des traitements de maintenance post-greffe. Et donc, il y a finalement assez peu de données, alors que ça fait plus de 20 ans qu'on utilise des DLI. Mais dans le cadre de la prophylaxie, il n'y a pas de données comparatives strictes dans le cadre d'une randomisation, et les données sont assez pauvres en fait dans la littérature. Ce qu'on a, c'est quelques études qui montrent, comme ici, un avantage à la DLI prophylactique. Ce n'est pas dans une étude randomisée, mais c'est une étude prospective avec une analyse a posteriori, et des études de registre qui montrent aussi que dans les LAM de haut risque, la survie sans leucémie, elle est quand même mieux quand on peut recevoir de la DLI prophylactique. C'est très difficile quand même, malgré tout, de pouvoir interpréter ces résultats parce que il y a un problème quand même inhérent au fait qu'il y a des patients qui ne peuvent pas recevoir de DLI parce qu'ils sont rechutés avant. Donc, c'est assez compliqué. Et puis, on ne sait pas pourquoi les patients en reçoivent, pourquoi ils n'en reçoivent pas, puisque ce n'est pas aujourd'hui considéré comme un standard de traitement. Donc, on est tout à fait libre de pouvoir en faire ou pas l'appréciation du risque des patients. Donc, ceux qui n'en reçoivent pas, parfois, c'est aussi parce qu'on considère qu'ils ne sont pas assez à haut risque. Et donc, tout ça, ça rend très difficile l'interprétation des résultats. Donc, en termes d'efficacité, c'est compliqué. Par contre, en termes de toxicité, on connaît bien. La DLI prophylactique, c'est très bien résumé dans cette phrase-là de cette revue qui est assez ancienne maintenant, qui montre que globalement, la GVH après DLI, il y en a pas mal, mais par contre, elle se traduit très rarement en mortalité. S'il y a des chiffres à retenir, ce serait autour de 30 à 50% des patients qui reçoivent des DLI prophylactiques vont développer de la GVH, en sachant qu'aujourd'hui, c'est difficile de savoir quel est le taux de GVH habituellement retrouvé chez des patients qui n'auraient pas de DLI et qui sont au même temps clinique que ces patients-là, c'est-à-dire l'évolution naturelle de ces malades. Ça aujourd'hui, c'est pas bien mesuré, et donc du coup, c'est difficile de savoir. Bon, probablement quand même qu'il y a un peu plus de GVH après DLI. Pour essayer d'illustrer ça, je vous ai mis cette publication de l'équipe nantaise qui a fait une évaluation prospective azacitidine plus DLI prophylactique chez des patients avec des LAM ou myélodysplasie de haut risque, avec un schéma d'escalade de dose avec 3 DLI successifs sous couvert d'un traitement par Vidaza. Et en fait, quand on regarde ça, vous voyez, au départ, vous avez 30 patients là, qui commencent le traitement. Et au fur et à mesure des DLI, vous voyez que vous avez de la GVH qui apparaît également au fur et à mesure des cycles de Vidaza. Et finalement, vous avez que peu de patients qui arrivent à terminer l'ensemble de la séquence thérapeutique. Aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est d'une étude comparative pour savoir exactement ce qu'on gagne en termes de bénéfices sur la survie sans maladie, et aussi pour savoir ce qu'on perd en termes d'induction de GVH. Et aujourd'hui, il y a une seule étude prospective qui est conduite. Elle est actuellement conduite en France dans le cadre du groupe de la SFGMTC. Donc ça, c'est une étude qui est importante pour pouvoir statuer si oui ou non la DLI
est un traitement standard de maintenance post-allogreffe qui, du coup, serait applicable à tous les patients atteints de LAM, quel que soit le sous-type génétique. Et donc, ça, c'est assez intéressant en termes de faisabilité. Donc, l'idée, c'est vraiment de randomiser la DLI prophylactique à dose croissante versus un bras observationnel dans le cadre d'une décroissance de cyclosporine relativement rapide. Alors, malgré tout, on reste limité quand on veut manipuler les lymphocytes T pour améliorer l'alloréactivité, parce que ce qu'on montre avec la DLI, là, et ces problématiques de GVH, GVL, on l'a aussi en fait quand on utilise d'autres immunomodulateurs T, en particulier les inhibiteurs de checkpoint. Donc ça a été bien démontré lorsqu'on a voulu traiter des rechutes, soit de lymphome, soit de leucémie avec des inhibiteurs de checkpoint. Donc ici, c'est dans le cadre d'un lymphome, donc ça marche, ça peut être très efficace. Dans le cadre de la leucémie aiguë aussi, on peut nettoyer des moelles blastiques en utilisant des checkpoint inhibiteurs T, mais la conclusion est la même quand on utilise ça. C'est efficace, mais il y a de la GVH. Donc finalement, on reste encore aujourd'hui un peu bloqué sur l'immunomodulation T post-greffe. Et dans ce contexte-là, on peut avoir un intérêt à essayer d'améliorer les DLI pour essayer de contrebalancer cette toxicité. Donc, il y a des travaux maintenant qui se font autour de la déplétion des T naïfs, donc les T qui sont CD45 RA positifs, puisqu'on considère que ce sont essentiellement ces lymphocytes T-là qui vont produire la GVH. Donc, je vais passer assez rapidement, mais globalement, ça reste des études très précoces pour l'instant. Études de phase 1 avec une escalade de doses. Bon, 16 patients traités, 2 GVH. Donc, on est plus loin des 50%, là, c'est un peu mieux, effectivement. Une autre étude, phase 2, 19 patients, 3 injections successives à dose croissante. Et finalement, ici, on a la quasi-totalité des patients qui arrivent à faire l'ensemble des 3 injections, ce qui est mieux que quand on fait des DLI conventionnels avec peu de GVH. Donc, assez intéressant sur le papier, mais aucune étude comparative pour l'instant. Je vais passer cet aspect-là parce que sinon, on va finir trop tard. Et je voudrais vous emmener ici, au DLI NK. Alors, pourquoi les cellules NK peuvent avoir un intérêt dans la maintenance post-greffe? Parce que finalement, leur biologie est un peu différente de la biologie de la reconnaissance T qui va être médiée en fait par la présentation antigénique et le TCR et les molécules HLA. Ici, dans le cadre des NK, on est sur une balance d'activation entre des signaux inhibiteurs ou activateurs. Et donc, il y en a toute une multitude sur ces cellules NK. Et finalement, plusieurs méthodes de killing des cellules cibles ou de mécanismes de tolérance en fonction de la balance entre ce qui vient au niveau des récepteurs inhibiteurs ou des récepteurs activateurs. Et donc, ces cellules NK, elles ont la capacité en fait de tolérer les cellules saines et de détruire des cellules tumorales. Donc, elles font bien cette différence entre les deux. Et ça, c'est plutôt quelque chose qui va nous intéresser dans le contexte allogénique, puisque vous voyez que c'est assez indépendant finalement de la présentation antigénique par le HLA. Donc, il y a plusieurs façons en fait de faire pencher la balance dans un sens ou dans l'autre. Soit on enlève le frein, soit on stimule le côté activateur. Et puis, il y a aussi un mécanisme fort qui active fortement les NK, c'est l'ADCC, qui permet en fait d'utiliser des anticorps thérapeutiques pour armer ces cellules. Donc, on voit des cellules relativement intéressantes dans le contexte allogénique, puisque finalement, si on a bien compris tout ça, on se rend compte que ce sont des cellules NK allogéniques qui peuvent tout à fait tolérer des cellules saines malgré une différence sur le plan HLA. Donc, ça veut dire une tolérance et pas de GVH. Et par contre, peuvent tout à fait profiter de cette situation allogénique pour pouvoir renforcer un effet antitumoral. Et donc, ça, c'est quelque chose de relativement intéressant avec lequel on peut jouer dans le cadre des traitements post-greffe. Alors, il y a des évidences cliniques de ça, ce n'est pas simplement théorique, où on sait que dans certaines situations de greffe, on peut tirer parti de la low-réactivité NK chez les patients pour pouvoir, pour sélectionner en fait les bons donneurs qui vont permettre d'avoir les meilleurs résultats. Et on sait aussi que la reconstitution NK en post-greffe est importante et que les patients qui reconstituent bien les cellules NK matures ont des taux de rechute qui sont clairement plus faibles. Donc ici, on évalue cette reconstitution par les marqueurs, par l'expression des KIR en fait. Et donc c'est comme ça que ici on a montré que la reconstitution NK est importante au contrôle de la maladie. Donc tout ça sont des arguments pour dire que on peut jouer avec ces cellules-là pour pouvoir faire du développement thérapeutique dans le cadre de la maintenance post-greffe.
Donc, je vais terminer le topo simplement pour vous montrer deux approches d'utilisation possible, mais tout ça, ça reste du développement très précoce et aujourd'hui, c'est clairement pas du standard. La première façon de contourner les déficits NK qu'on voit en post-greffe précoce, bah, c'est de reprendre des NK des donneurs, éventuellement de les activer, de les expandre et de les réinjecter aux patients, comme en fait on fait avec des DLI, sauf que ici elles sont un peu manipulées avec des cytokines ex vivo et qu'on sélectionne les cellules NK pour éviter en fait d'apporter des T alloréactifs qui vont donner de la GVH. Et donc, il y a quelques publications qui montrent que c'est quand même relativement bien toléré, mais il n'y a pas d'études comparatives. L'autre piste, c'est d'utiliser des thérapies ciblées, en particulier des anticorps monoclonaux, éventuellement même des bispécifiques qui vont commencer à arriver pour pouvoir intervenir sur la synapse immunologique entre les NK et les cellules tumorales. Et donc là, il y a très, très peu d'études. Il y a une étude qui a été conduite avec le monalizumab, un anti-NKG2A, et il y a une étude qui est en cours aujourd'hui avec un anti-TIM3, donc les deux étant des checkpoint inhibiteurs euh, des cellules NK. Et donc, pour l'instant, on attend de voir les résultats. Ça a l'air plutôt bien toléré pour le monalizumab, mais dans aucun cas, on a des résultats d'efficacité pour l'instant dans le contexte de la maintenance post-greffe. Voilà, dernière slide pour vous représenter aujourd'hui les problématiques des traitements post-greffe en prenant un petit peu de recul sur ce que ça veut dire, puisque c'est un enjeu de plus en plus important avec des patients de plus en plus fragiles, des maladies de plus en plus à haut risque et finalement pas mal de points qui doivent être encore discutés. Et donc, vous les avez tous ici bien représentés et je vous conseille vivement cette revue là qui était un point counterpoint dans Blood Advance il y a 2-3 ans avec vraiment les enjeux en fait de ces traitements de maintenance et finalement des questions qui paraissent évidentes comme celle de la tolérance et d'autres qui nécessitent vraiment d'être creusées comme par exemple quand est-ce qu'on arrête les traitements de maintenance. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses, on dit voilà, il faut faire 2 ans pour les anti-FLT3, il faut faire 1 an pour le Vidaza. Scientifiquement, c'est basé sur à peu près rien. Et donc, il y a beaucoup d'études encore à faire dans ce sens-là, mais ça reste une niche. Donc, il y a peu de patients et c'est difficile d'avoir de grandes études randomisées. Vous voyez, à part quelques études chinoises à plus de 200 malades, on arrive à poser des indications sur des études de phase 2 randomisées avec 60 patients, quoi. Donc, c'est quand même une niche un peu particulière où il faut essayer d'être innovant et s'adapter avec l'arrivée des nouveaux médicaments et la population de greffe qui évolue. Et donc, ce qui est vrai dans le traitement de maintenance aujourd'hui, ce ne le sera peut-être plus dans quelques années, notamment avec les nouveaux traitements pré-greffe aussi. Donc, ça peut changer la donne. Voilà. Donc, je vous invite vraiment à lire cette revue si ça vous intéresse. Et je remercie l'ensemble de mon équipe et de mes collaborateurs et vous tous pour votre attention. Merci, Manu. Des questions à celui qui n'est pas dans la salle. Vous pouvez y aller, il ne pourra pas vous courir après. Est-ce qu'il y a une différence entre les DLI congelés ou pas, auquel cas on pourrait penser qu'on pourrait prélever le donneur au moment de la greffe et congeler les DLI si on en a besoin plus tard? C'est une très bonne question. A priori, pas. Les lymphocytes T, finalement, se congèlent et se décongèlent assez bien. Il y a plus de pertes sur les cellules NK, notamment quand elles sont activées, mais sur les DLI basiques, a priori, il y a pas on n'a jamais réussi à montrer de différence significative en termes d'induction de GVH. Alors après, il y a très peu d'études qui regardent ça, mais ça pose pas de souci. Et en fait, pour des raisons logistiques, nous, ce qu'on fait, c'est que quand on prélève le donneur, on va congeler une partie pour faire les DLI numéro 2 et numéro 3. Et la première, on peut la faire en frame. Ça nous arrive de la faire en congelé aussi. Et finalement, on ne voit pas de différence particulière. Il y a un aspect que je n'ai pas évoqué, c'est celui des DLI primés qui va un petit peu dans le sens de votre question, c'est-à-dire des DLI qui sont prélevés, enfin qui sont réalisés à partir d'un reliquat du greffon de cellules souches périphériques, donc qui ont été exposés au GCSF, qui a priori donnent des profils un peu différents en termes d'immunologie, avec sur le papier potentiellement un peu moins de GVH, enfin des T peut-être un peu plus tolérants, mais finalement ça n'a jamais été réellement démontré.
Donc là-dessus, il y a des études aussi qu'il va falloir mener, mais il n'y a pas de comparaison directe. Voilà. Mais en tout cas, ça supporte bien la congélation. Oui. Une des limites qu'on avait déjà rencontrées avec les DLI, c'est le surrisque de GVH ou la réactivation de la GVH. Est-ce que vous vous arrêtez à un moment donné sur les antécédents de GVH aigu ou chronique pour la réinjection de vos GVH, de vos DLI, ou est-ce que vous faites chez tout le monde? Non, tout à fait. C'est-à-dire que il y a des indications théoriques et puis il y a la réalisation pratique. Finalement, nous, on considère que dans un traitement prophylactique, le côté safety est vraiment important. Et donc, on va essayer de se mettre le plus possible dans une situation où on va avoir le minimum de complications, et en particulier de GVH. Ce qui fait qu'on contre-indique tous les patients qui ont été traités pour de la GVH. Donc ça, nous, on considère que c'est une contre-indication formelle, hein. La GVH aiguë cutanée grade 2 qui a été traitée en 5 jours de cortisone avec une belle rémission, bah, même cela, on ne les fait pas. Ce qui est discutable, hein, parce qu'il y a dans certaines études, quand on regarde, il y a des patients qui ont été inclus, qui avaient eu de la GVH avant. On ne sait pas s'ils en font plus post-DLI ou pas, hein. Donc là-dessus, nous, c'est notre stratégie. Maintenant, il n'y a pas de vérité là-dessus aujourd'hui. Dans le sens des DLI curatifs, c'est un peu différent, parce qu'à partir du moment où les patients rechutent, effectivement, bon, je ne parle pas de l'indication de DLI, est-ce que c'est bien ou pas de faire des DLI en rechute, c'est pas la question, mais si on choisit d'en faire, on sera peut-être un peu moins regardant sur les antécédents de GVH, parce qu'effectivement, la situation de rechute post-greffe étant tellement péjorative, on ne verrait peut-être pas les choses de la même façon. Mais en prophylaxie pure, on considère que les patients qui ont fait de la GVH, on ne leur fait pas de DLI. Et s'ils en font après la DLI 1, même si c'est de la GVH pas traitée, on n'en fait pas, d'autres. Autre question. Régnier, tu peux évaluer, tu as une idée de globalement combien de patients reçoivent un traitement post-greffe prophylactique sous une forme ou sous une autre dans notre programme? Tu as une idée de ça? Oh, c'est difficile. Pas assez, je dirais. Pas assez, parce que il y a quand même C'est la réponse que malheureusement j'attendais. trop de patients qui ont des toxicités précoces qui font qu'on n'arrivera pas à leur délivrer, en particulier les DLI, hein, parce que si on se met sur un programme basique, c'est-à-dire 30% de patients qui ont une GVH grade 2 à 4 aiguë dans les 60 premiers jours, bah voilà, c'est cuit déjà pour eux. Si on enlève ceux qui ont